La population tout entière doit se soulever, dresser des barricades, en passant hardiment à l'action, en finir avec l'envahisseur. L'heure de la libération définitive sonne. Français, debout, tous au combat. En fait, cette action, elle est appelée par deux réseaux internationaux qui sont Climate Justice Action, qui est un réseau international qui s'est monté à Copenhague en 2009 lors du contre-sommet et qui réunit en fait des groupes, des groupes d'une cinquantaine de pays qui luttent, enfin qui mettent en œuvre tout ce qu'il faut pour lutter contre un changement climatique catastrophique. C'est l'objectif. Et dedans, il y a aussi des groupes de pays du Sud. Et Global Minga, c'est particulièrement un réseau d'organisations du continent américain, du Nord et du Sud, avec beaucoup de mouvements indigènes, ils disent autochtones plutôt, on dirait nous, des États-Unis, enfin d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud, qui subissent vachement de pression en fait. Avec le changement climatique et avec les fausses solutions qui sont mises en place par les gouvernements et les entreprises qui leur mettent encore plus la pression et qui les colonisent encore plus que c'était déjà le cas, quoi. Une des choses qu'on veut absolument faire durant ces actions, c'est être en lien avec les copains qui organisent des mobilisations similaires partout dans le monde, en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette mobilisation, elle se fait dans le cadre de la semaine pour la justice climatique. Et donc il y a des gens un peu partout qui organisent des actions directes pour la justice climatique. Voilà, et donc c'était important qu'on leur dise nous on fait ça, qu'on voit nous ce qui se passe, s'il y a des grosses crises à certains endroits, puis voilà, qu'on se sente pas tout seul, quoi. Finalement, nous on était une centaine au Havre, mais il y a des milliers de personnes qui se mobilisent un peu partout pour ça dans le monde cette semaine. Alors du coup, nous ici, en gros, le collectif qui a lancé l'idée de cette action, c'est le collectif Camp Action Climat. Et c'est un collectif dont l'objectif au départ, c'était de monter des camps l'été, d'alternatives concrètes, d'actions de désobéissance et de discussions, d'ateliers d'apprentissage, etc., d'éducation populaire. Enfin, un peu mélanger en fait le côté plus politique et plus action politique et le côté écolo, défense, surtout faire le lien en fait entre le capitalisme et le problème environnemental. C'est-à-dire que pour nous le problème environnemental, il se traite pas à part. C'est lié au système dans lequel on est et du coup si on veut maintenir des écosystèmes vivables, il faut foutre ce système à la poubelle. Voilà. Quels sont les crimes alors que dénonce aujourd'hui Action Camp Climat pourquoi de manière internationale aujourd'hui? Quel était le message de fond international aujourd'hui qu'il fallait absolument faire passer au travers de la France et de l'Action au Havre aujourd'hui? Je pense que notre message principal, c'est que pour sortir de la crise sociale, écologique, presque aussi psychologique, parce qu'on sent bien que la plupart des gens vont pas très bien en ce moment, il faut sortir du système capitaliste. Et c'est parce que c'est bien là le problème. C'est pas juste en faisant des petits rafistolages qu'on réglera le problème. Et pour ça, il faut un petit peu comprendre c'est quoi le système capitaliste finalement. C'est pas la loi du marché, c'est pas le fait il y en a un qui achète, l'autre qui vend. C'est le fait que de plus en plus, pour générer de la croissance, pour avoir plus de PIB, il faut exproprier des terres, des semences, des ressources en eau, des savoir-faire aux populations du monde pour que ça devienne des marchandises.
Et face à la crise climatique, on est vraiment dans cette idée-là. Est-ce que demain toute la Terre va être une marchandise, y compris l'air qu'on respire, ou est-ce qu'on va partager les ressources du monde pour que tous ensemble on puisse vivre sur cette planète dignement? En fait, on a l'impression que d'un côté il y a les questions sociales et de l'autre côté les questions écologiques, alors que pour nous vraiment elles sont complètement liées. On se bat pas pour sauver les ours polaires ou les pingouins très très loin. On se bat parce que il y a des populations dans les pays du Sud, mais aussi chez nous, qui sont victimes d'une part du changement climatique, de la sécheresse, des inondations, des conditions climatiques difficiles, mais aussi des solutions qui sont promues par les gouvernements, souvent au prétexte de la crise environnementale. C'est-à-dire que les gouvernements disent il y a une crise environnementale, eh ben on va développer par exemple des biocarburants, ce qu'ils appellent les biocarburants, c'est-à-dire des forêts pour faire de l'essence et remplacer l'essence qu'on utilise. Mais ces forêts, elles sont faites sur les terres de populations qui du coup ne peuvent plus semer du maïs, du blé pour se nourrir. Et donc tout est lié. Le fait que nous on continue à rouler avec de l'essence qui va être de l'essence issue de cultures agricoles, ça va rendre d'autres personnes affamées. Et donc nous ce qu'on veut c'est trouver des solutions générales à cette crise. Et pour nous, obligatoirement, il faut sortir de la logique marchande, il faut sortir de la logique des profits. Parce que pour l'instant, qui est-ce qui profite de ce système? C'est une portion de plus en plus petite des riches qui continuent à s'enrichir, pendant que de plus en plus de gens sont de plus en plus pauvres. Alors, qu'est-ce que c'est le problème du pétrole? En fait, l'extraction et l'exploitation des énergies fossiles, c'est la première cause d'émissions de gaz à effet de serre et donc de changement climatique, de réchauffement. Le climat, c'est une porte d'entrée parce que c'est peut-être le truc le plus gros, quoi, le plus incroyable en fait. Alors que effectivement, en dehors du climat, le reste des écosystèmes et la situation sociale est complètement déjà pourri et dégradé par les comportements des compagnies, des entreprises, des multinationales, des gouvernements qui continuent à poursuivre cet objectif de toujours plus de profit, quoi, à tout prix. Et voilà, donc le climat c'est le truc le plus spectaculaire, mais en dehors de ça, nous ce qu'on passe notre temps à dire, c'est que la justice climatique, c'est la justice sociale. Et c'est la même chose, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens qui sont touchés par le changement climatique, c'est les pauvres. C'est les pays qui sont dans l'hémisphère sud, et dans les pays surdéveloppés, c'est aussi les personnes qui ont le moins de moyens, qui pourront le moins facilement s'adapter au changement, etc. Ok. Est-ce que tu penses vraiment qu'une action de ce type-là a un effet, un réel effet, quoi? Alors aujourd'hui, en fait, pour moi et pour nous ici, on se regroupe autour de ces principes-là, de ces idées-là. C'est que on voit que les dirigeants, ils sont pas capables, ils ont pas le courage, on peut dire tout ce qu'on veut, chacun pense un peu des choses différentes à ce niveau-là, mais en tout cas, ils le font pas. Et bon, pour beaucoup, on n'a jamais imaginé qu'ils allaient le faire, mais en tout cas, ils le font pas. Ils font rien pour sortir de cette crise. Ils prennent pas les mesures nécessaires, c'est-à-dire fermer les raffineries, arrêter d'extraire du charbon, arrêter les agrocarburants, etc. Enfin, tout ce qui fait qu'on est grave dans la merde. Bon, ils ne font pas d'arrêter ça, quoi. Donc on doit le faire nous-mêmes. Et c'est tout, quoi. Aujourd'hui, si on veut sortir de ce sac de nœuds, on doit le faire nous-mêmes. C'est un acte de responsabilité, quoi. Bah oui. Aujourd'hui, on est allé essayer de porter plainte contre Total, un peu sur le mode humoristique, mais en réalité, on a vraiment toute la légitimité pour porter plainte contre Total. C'est complètement fou, quoi. Ils sont en train de mettre en péril la vie de tonnes de gens, c'est complètement fou, quoi. C'est parti. Bon, suite à un problème de juridiction, ils n'ont pas accepté notre plainte au nom de l'ambassade du Clownistan. Attends. Kifrushike, Davarida, la Clownistan, Deshena, Norishniye. Donc, notre plainte traitait la charte sécurité, santé, environnement et qualité de Total.
dont le représentant est ici aujourd'hui, le représentant clounistanais de Total. Bonsoir, bonsoir. Bonjour et bonjour. Sans plus attendre, chers amis, chers compatriotes et chers utilisateurs, je vous propose une petite lecture sur notre sainte politique. Article 1. Total place en tête de ses priorités la sécurité et la santé des personnes, la sécurité des activités, le respect de l'environnement et la satisfaction de ses clients, ainsi que l'écoute de l'ensemble de ses parties prenantes. Réponse de l'ambassade du Clownistan. Ça c'est Total et ça c'est le Clownistan. Plainte numéro 1. Total met en danger la sécurité et la santé des personnes et l'environnement de par le non-respect des règles de sécurité au sein des sites Seveso. Ayons pour exemple la fuite de fioul lourd à Donge le 18 mars 2008. Alors, bien sûr, partout où il exerce ses activités, Total veille au respect des lois et des réglementations qui lui sont applicables. Elle est complète, au besoin, par des exigences spécifiques. Le Clownistan répond, plainte numéro 2. Partout où il exerce ses activités, Total bafoue les lois et réglementations internationales dont elle s'abroge. Le non-respect des droits de l'homme ne l'empêche pas d'extraire le pétrole en Birmanie, Congo, Nigeria et autres. Bon. Plainte numéro 3. Total fait partager par l'ensemble de son personnel une culture dont les points clés sont la négociation, la négation des modes de vie, des compétences, des savoir-faire locaux par la désinformation et l'autoritarisme. Alors, Suppôt du capital. article 4. Plainte numéro 4. Total choisit ses partenaires industriels et commerciaux pour leur capacité à être les plus rentables financièrement possible, sans regard sur la sécurité, la santé l'environnement et la qualité de celle-ci. Prenons l'exemple du naufrage de l'Erika sous pavillon de complaisance le 2 décembre 12 décembre 19. suite à la sous-traitance du transport des marchandises et à des entreprises mafieuses. Alors bon, vous avez rien compris? Tant mieux. À Copenhague, on a été très motivés par une chose, c'était cette idée de créer des actions de masse, de désobéissance, des actions directes de masse de désobéissance. Alors, ça fait beaucoup de mots ensemble, mais ça voulait dire que à Copenhague, on était suffisamment nombreux pour ne pas avoir à être violent vis-à-vis de quiconque, y compris pas être violent vis-à-vis de la police, mais simplement en poussant par la force de la masse, réussir
à faire reculer la police sans avoir à leur taper dessus, quoi. Et du coup montrer que la force du peuple finalement c'est d'être nombreux, unis, et c'était très fort parce qu'on se tenait tous par les bras comme ça et que du coup la police pouvait pas rentrer. Il y avait 3 lignes comme ça et donc ça nous a tous beaucoup impressionnés et on s'est dit c'est ce qu'on veut faire finalement. Nous, peut-être par lâcheté d'ailleurs, on n'a pas envie d'être violent parce qu'on n'a pas envie de passer le reste de notre vie en prison. Et puis aussi parce que ça nous pose question finalement d'avoir ces flics en face qui sont aussi des êtres humains, aussi bloqués dans leurs contradictions et tout ça, de leur taper dessus. Mais en même temps, on veut pas pour autant rester impuissant et on a l'impression que finalement toutes ces manifs dans la rue pour dire s'il vous plaît, ça marche pas, que toutes ces actions symboliques qui visent essentiellement à toucher les médias de masse qui sont pas de notre côté, ça marche pas, on se fait entuber à tous les coups et donc du coup il faut chercher un moyen d'avoir une influence directe, c'est-à-dire aller fermer les entreprises et pour ça il faut être nombreux. En France, il faut dire qu'il y a quand même un mouvement de désobéissance et d'action directe qui a été super fort, c'est les faucheurs. Et les faucheurs, ils ont eu plein de victoires. Ils ont vraiment réussi à éradiquer les OGM. Il se passe quelque chose. Ouais. Et en fait, déjà dans plein d'autres pays d'Europe et aux États-Unis, il y a une culture de l'action directe très très efficace qui existe. Et des gens qui vraiment s'organisent d'une façon très, je dirais pas professionnelle, mais je sais pas comment dire, mais vraiment très très sérieuse, quoi, pour atteindre des objectifs très ambitieux et qui y arrivent, quoi. Alors je pense que voilà, il faut qu'on apprenne petit à petit. Et je pense aussi que par rapport aux actions qu'on menait ou qu'on a menées il y a à peine un an, quoi, début août, à l'aéroport de Nantes, parce qu'on avait fait une action là-bas, déjà celle-ci, elle est déjà mieux, quoi. Elle est déjà mieux. Et il y a une progression, mais surtout je pense qu'il y a une grosse différence entre les actions à nombreux, c'est-à-dire les actions de masse entre guillemets, faire une action directe, c'est-à-dire ayant un impact réel sur la production, par exemple, un impact réel sur la cible qu'on a, quoi, avec 100 ou plus que 100 personnes ou 2000 ou etc. C'est vraiment compliqué. Par contre, faire des actions directes en groupe affinitaire, donc 5, 10, 20, c'est beaucoup plus facile, quoi. Est-ce que tu peux donner des exemples d'actions pour les gens qui nous regardent et qui voudraient agir ? Alors, nous, on a au camp Action Climat, il y a eu une action qui a été menée juste le lundi suivant, qui était une action contre Tereos, qui a été bien relayée sur Internet et dans les médias en général. Il y a une vidéo sur notre site Camp Climat où en fait on a bloqué des camions d'approvisionnement de blé pour une usine d'agrocarburants qui se situe à 30 bornes d'ici. Donc pour dire que les agrocarburants c'était une fausse solution, que le rendement énergétique est négatif, etc., que c'est pas une solution pour sortir du pétrole. C'était ni pétrole ni agrocarburant en gros. Et en fait on a bloqué le départ de 2 bateaux, 12 camions de blé, en s'attachant autour des roues avec des armlocks, donc des grands tubes en béton armé dans lesquels on est attaché, avec des gens qui étaient accrochés sur le haut d'un camion par le cou et donc qui pouvaient pas être déplacés. Enfin voilà, plein de techniques pour s'accrocher. Et voilà, cette action, on l'a bien ficelée, bien préparée. Il y avait entre 20 et 25 personnes. Et puis quand on est tous bien préparés, les gens n'hésitent pas. Chacun sait ce qu'il a à faire ou ce qu'elle a à faire et ça y va. Je peux te poser une question, mon ami ? Ouais, vas-y, je t'en prie. Olivia, ce serait pas un peu illégal ce que tu fais là ? Non, moi je pense pas. Et puis c'est de la récupération d'espace public. On fait passer nos messages sur ce qui pour moi est de la pollution visuelle. Donc, d'accord. Enfin, disons que peut-être au niveau de la loi, enlever les pubs comme ça, c'est pas. Pour moi, c'est pas un gros délit. Donc, et puis je pense que il faut résister. Il faut pas hésiter de temps en temps à, quand les lois sont trop strictes ou trop dures, les dépasser, on va dire. C'est ça qu'on appelle désobéissance civile ? C'est exact. D'accord. Donc c'est essentiellement contre cette pollution visuelle, publicité. Là, en l'occurrence, oui. Après, dans le cadre justement de l'action climatique, de la manifestation qu'on fait ce matin, on en profite donc pour faire passer des messages
par rapport à tout ce qui est écologie. Voilà. D'accord. Et il t'arrive de mener d'autres actions de ce type-là Tout à fait. Ouais. Tous les jours, tout le temps. D'accord. Voilà. Tout type de message, quoi. C'est exact. Moi, je suis libre. Je pense qu'il ne faut pas se limiter juste à un message, qu'il soit anticapitaliste ou autre. L'important pour moi, c'est justement de récupérer des espaces de liberté. Parce que le système devient de plus en plus cloisonné, fermé, et on étouffe, on a besoin aussi de s'exprimer. D'accord. Si je te dis Taz, Akimbe, ça te parle? Tout à fait. Ouais. Les zones d'autonomie temporaire, c'est un de mon ouvrage préféré, justement. J'ai dû le lire une quinzaine de fois. D'accord. Donc ouais. Tu te réappropries l'espace. C'est exact. Ok. Bon, je te remercie. C'est moi. Bonjour madame. Bonjour. Bon. Alors tout d'abord, est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe aujourd'hui? Absolument, je reçois les mails. Ah, vous pouvez nous dire deux mots, c'est quoi cette action? Pourquoi les gens se mobilisent là? Contre Total, entre autres. Entre autres. Bonjour. Bonjour, merci. Et mon mari vient de me rapporter aussi le tract que je reprends. D'accord. Non, je reçois les mails d'Action Climat. Je reçois les mails des Verts, enfin de... D'accord. Et vous êtes habitué à aller dans la rue, à participer à des... Toutes les manifs, je les fais depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans les manifestations? Rien du tout, des flics. Les flics. Ouais. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. D'accord. On est vieux, mais on n'est pas si con que ça quand même. Okay. Là, on se trouve devant la Banque Populaire. Là. Vous pouvez nous dire deux mots sur les banques? Quelle est votre opinion sur le système financier? C'est quand même de sacrés crapules. Ouais. Bon, je pense que ça résume tout, hein, le terme crapule. C'est pas... Ouais. Bon... Je sais qu'il en faut, mais peut-être qu'il y a moyen d'avoir des banques alternatives avec un système différent qui soit plus apte à satisfaire les besoins de chacun et non pas uniquement les besoins ou les désirs des nantis. Le mouvement pour la justice climatique, il est très actif en Grande-Bretagne et à Londres, ils ont fait 10 actions dans 10 lieux différents contre des criminels climatiques. Et en fait, donc ça a été contre des agences publicitaires, contre des banques, contre les entreprises pétrolières, mais en fait beaucoup contre des banques. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, les banques c'est propre, c'est que des ordinateurs et tout ça, mais en fait c'est vraiment le système financier qui génère cette logique de profit, parce que finalement, n'importe quelle entreprise, même une toute petite PME, si elle est endettée, elle est obligée de payer ses intérêts, et donc elle va être obligée de devoir produire toujours plus. Et même si le patron c'est quelqu'un de très écolo, il va devoir toujours trouver des matériaux moins chers, donc aller se fournir en Chine, et c'est ça le problème de la logique capitaliste. C'est pas que un tel ou un tel il est méchant, c'est que le système, il oblige les personnes à finalement devoir produire toujours plus, payer de moins en moins leurs salariés et finalement exploiter de plus en plus la terre, les gens, les autres êtres vivants qui nous entourent, tout pour pouvoir essayer de rembourser les dettes et les intérêts aux banques. Finalement, pour moi, les principales responsables de la crise sociale, de la crise écologique et de l'espèce de non-sens dans lequel on est à l'heure actuelle, c'est vraiment le système bancaire et monétaire. Si on n'avait pas à payer l'argent avec des intérêts, toute cette sorte d'absurdité générale dans laquelle on est, elle s'écroulerait immédiatement. Finalement, on a assez de ressources pour produire tout ce dont les gens ont besoin. Ce qui nous met dans la merde, c'est qu'on est obligé de produire des conneries incroyables, des espèces de gadgets dont personne n'a besoin, pour générer du profit, de la consommation, pour faire tourner un système qui ne sert à rien, qui crée de la pollution, des nuisances, du bruit, le fait qu'on doive se lever à 5h du matin pour aller bosser, le fait qu'on doit avoir 2 voitures. La plupart des gens, ils aimeraient bien rouler à vélo. Mais s'ils doivent faire 60 km pour aller au travail le matin, si quand ils reviennent chez eux, ils voient leur fiche de salaire, ils doivent mettre 30% pour se payer un petit appartement misérable et 30% dans la bagnole, ils se sentent coincés. Et donc, vraiment, on est dans un problème systémique. Il faut sortir du système capitaliste. Pourquoi est-ce que vous êtes venu ici aujourd'hui?
que ça représente pour vous? Ah bah moi, c'est le même combat hein, à tous les niveaux, quoi, économique, écologique. Donc, étant donné que tout est lié, la surveillance que vous parliez avec les caméras, etc. Quoi. En fait, je me bats contre tout ce système qui est en train de se mettre en place. Chomsky appelle la fabrication du consentement, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis là. Là, on est face à une assurance, AXA Assurance. Vous pouvez nous dire 2 mots sur qu'est-ce que vous pensez? Plutôt largement des assurances, peut-être plutôt même des banques. Bah, les banques, là, ça fait un petit moment que je m'intéresse justement au système financier et puis la fabrication de l'argent, quoi, finalement, quoi. Une fois qu'on met le nez là-dedans, on s'aperçoit que effectivement, ça tourne vraiment pas rond. En fait, c'est une arnaque généralisée et les gens souscrivent parce que à l'intérieur de ces organismes-là, les gens ont un costume, une cravate et ça leur donne une autorité, quoi. Par rapport aux retraites, vous pouvez nous dire un mot? On entend dire qu'il n'y a pas assez d'argent, qu'on va être obligé de travailler longtemps. S'il n'y a pas assez d'argent, on n'a qu'à en fabriquer. Hein, puisque en fait déjà une partie de l'arnaque consiste en fait à mettre des intérêts sur l'argent, ce que depuis très longtemps on appelle l'usure. Donc ce phénomène-là, ça provoque finalement un amassement de l'argent chez les plus riches, les pauvres qui sont obligés de faire des crédits. Donc voilà quoi, c'est pour ça que l'argent disparaît quoi en fait quoi. Donc après sur les retraites. Bon voilà, ouais, c'est fumisterie aussi quoi. On vit plus longtemps, donc faudrait travailler plus. Le problème, c'est que si nous on travaille plus, il y a moins de travail pour les jeunes. Travailler plus, d'accord, mais enfin même pas d'accord quoi. Travailler plus, mais qu'on arrête de nous voler notre fric quoi. Le fruit de notre travail, voilà quoi. Qu'on arrête de payer des impôts. S'ils ont besoin d'argent pour construire des routes. Vu que c'est eux qui fabriquent l'argent, normalement, l'État, ça devrait être eux qui fabriquent l'argent. Bon, là, en l'occurrence, c'est les banques. Mais s'ils ont besoin d'argent, ils ont qu'à en fabriquer, et puis voilà, quoi. Ils créent de l'emploi en retournant les choses dans l'autre sens. Donc vous serez plus pour une nationalisation du système bancaire? Bah oui, tout à fait, ouais. Ouais, c'est ce qu'il faut. Comme notre prix Nobel, Maurice Allais, qui est mort grâce à une semaine. C'est exactement ce qu'il faut faire, nationaliser toutes les banques. Et faire un pôle bancaire, remettre l'économie au service des citoyens. Puisque là, en fait, l'économie, elle est au service des plus riches. Et on appauvrit les citoyens. Je crois qu'on peut s'arrêter sur cette touche, c'est pas mal. Hein bon. Un peu triste, mais bon. Merci. Oh, mais il y a des solutions. Hein. Ah, mais justement, quand même, une dernière petite question. C'est quand même important, surtout en plus vous avez des enfants, vous êtes une famille quand même, en tant que père, que mère. Quel espoir vous avez pour l'avenir? Les solutions qui se mettent en place là actuellement, c'est les monnaies complémentaires. Il y a un grand courant mondial qui est en train de se mettre en place. Actuellement, on parle de plus de 5000 monnaies complémentaires dans le monde. Alors bon, là-dedans sont inclus tous les systèmes d'échange locaux, tout ça. Mais ça, c'est un phénomène que les gens connaissent pas trop. Et en fait, les monnaies complémentaires sont tout autour d'eux. Les miles avec les billets d'avion, vous avez les bons de réduction dans les supermarchés, tout ça. Bon, alors monnaie complémentaire, c'est encore autre chose, une forme d'économie solidaire qui est en train de se développer. Là actuellement, il y a un grand boom quoi en France. Alors c'est encore plus mal connu, mais il y a la première monnaie complémentaire qui s'est mise en place à Villeneuve-sur-Lot au mois de janvier 2010. Et depuis, ça commence, quoi. Il y a Pézenas, il y a l'Occitan maintenant comme monnaie. Villeneuve-sur-Lot, c'est les abeilles. Apparemment, il y a encore d'autres choses. Dans l'est de la France, il y a le projet Sol qui est en train de se mettre en place. Il y a toute une économie alternative qui est en train d'émerger et qui va prendre le relais. Enfin, j'ai bon espoir. Merci.
Mais du coup, moi, j'aurais bien aimé parler un peu des retraites aussi, du lien avec les retraites. Ça m'a échappé, ça. Ça t'a échappé. Et voilà, en fait, du coup, voyant la situation aujourd'hui, nous, on s'était dit au départ, bon voilà, l'objectif, c'est de rentrer dans la raffinerie, d'appuyer sur le bouton stop, que ça s'arrête, quoi. Ouais, c'est l'objectif absolu, quoi. Et voilà, là, la raffinerie, elle est au ralenti, 75% des personnes du personnel est en grève. Donc on s'est demandé, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait? On maintient quand même. Je pense qu'il y a ça aussi qui fait que on sait pas trop, parce qu'on a l'impression qu'en même temps la situation est un peu spéciale, voilà. Nous, après, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on maintient, parce que ça a vraiment un sens de faire ça, parce que la lutte pour les retraites, on la soutient tous et toutes, et on trouve ça super important de pas se laisser faire, parce que pour nous, cette réforme des retraites, c'est vraiment un mensonge. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il n'y a pas l'argent, ou il n'y aura pas l'argent pour payer les retraites des gens parce qu'il y a trop de vieux et pas assez d'actifs, en gros. Et en réalité, c'est un mensonge pur, puisque depuis le début du système de retraite, la part du PIB consacrée aux retraites a toujours diminué, et la part de rémunération du capital a toujours augmenté. Et aujourd'hui, simplement, le truc, c'est que les actionnaires et les dirigeants d'entreprise, ils veulent absolument pas remettre en cause la part qui leur est consacrée. Or, l'argent, il est là. Et si on revenait à un moment où, effectivement, la priorité, c'est de rémunérer de façon juste les gens qui travaillent et qui mettent leur vie en péril, parce qu'il y a encore eu 5 morts cette année chez Total, par exemple. Mais je veux dire, dans tous les boulots, les gens, ils meurent au boulot, quoi. Ils se tuent au travail. Bon, aujourd'hui, la priorité, c'est de rémunérer les gens qui ont investi, qui ont mis du capital. Et ça, c'est injuste. C'est injuste. C'est vraiment une injustice sociale, et c'est là-dessus qu'est fondé le système capitaliste. Et c'est là-dessus qu'est fondé le changement climatique aussi. Tout le problème dans lequel on se retrouve, c'est d'avoir une minorité de gens qui veulent absolument amasser le maximum de profit, tirer jusqu'à la dernière goutte de pétrole, mais au mépris du reste du monde, de la vie des autres, de la planète, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur les gens qui sont à l'origine de l'action qui s'est déroulée depuis lundi, à mon souvenir, depuis c'est la semaine entière donc, et quels étaient les objectifs qui étaient fixés pour cette journée internationale? Et secondairement, est-ce que nous, en France, on a répondu en partie dans ce qu'on pouvait à ces objectifs? Alors c'est assez intéressant, le mouvement pour la justice climatique. C'est vraiment la rencontre de deux types de mouvements avec des histoires très différentes. D'un côté, on a un mouvement très international, assez ancien, composé essentiellement de peuples indigènes, de femmes rurales et de paysans et de paysannes. Donc de vraiment la base de la société dans les pays du Sud. Et donc il y a des grandes organisations ou réseaux d'organisations comme la Marche mondiale des femmes, comme le mouvement international des petits paysans, la Via Campesina, et comme le réseau des peuples indigènes, qui ont créé quelque chose qui s'appelle Climate Justice Now. Donc nous voulons la justice climatique maintenant. Ça, ils ont créé ça en 2007. Dans le cadre des négociations sur le changement climatique, où ils se sont rendus compte que dans un grand discours très joli où on prétendait aller sauver la Terre et les ours polaires, en fait, ils étaient en train de se faire entuber, et que les terres agricoles, les terres qui appartiennent aux peuples indigènes, étaient en train de se faire privatiser par le biais du marché du carbone. C'est-à-dire que finalement, la forêt, allait obtenir de la valeur parce que finalement ça capte du carbone. Et si une forêt gagne de la valeur, vous pouvez être sûr qu'il y a des spéculateurs, des gens qui ont de l'argent, qui vont magouiller avec les États pour obtenir le contrôle de ces forêts et revendre les droits à polluer qui finalement sont donnés par les forêts. Ce qui crée évidemment des expulsions de ces populations au bénéfice de spéculateurs, de banques, de grandes entreprises. Donc d'un côté, on a ces populations du Sud, et d'un autre, on a des mouvements assez hétéroclites, surtout d'individus européens, d'Amérique du Nord, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, très jeunes, enfin de gens qui, comme moi, ont entre 20 et 30, 35 ans, qui ont commencé à se bouger beaucoup sur des contre-sommets
les sommets contre le G8 pour dénoncer le capitalisme. Et donc, tous ces gens-là se sont réunis dans un réseau qu'on appelle le Climate Justice Action, donc Action pour la justice climatique. Et finalement, à Copenhague, en décembre dernier, lors de la grande conférence du grand sommet sur le climat, ces deux réseaux se sont réunis en se rendant compte que finalement, on voulait la même chose. On avait des cultures militantes très différentes. En Europe, on a des cultures militantes assez autonomes, assez individualistes. Et les gens du Sud, ils sont beaucoup plus organisés. Quand il y a un grand leader qui dit « il faut faire ça, il faut faire ça », en Europe, ça marche pas du tout. Hein. C'est comme ça. Quand il peut pas y avoir de leader, c'est un peu anarchique et tout ça. Mais bon. Et finalement, ces deux mouvements se sont réunis pour dire il faut changer le système pour qu'on retombe sur nos pattes, sur quelque chose d'un peu cohérent, où les droits des peuples soient respectés et où on ne soit pas en train de créer un suicide général de l'humanité juste au nom d'une logique complètement irréelle qui est la logique capitaliste. En fait, il n'y en a pas. Mais la question pour moi, elle est pas du tout là. C'est-à-dire qu'effectivement, on est complètement dépendant du pétrole. On le voit là, c'est la panique, la panne sèche en France. Les raffineries fournissent plus les stations-service. On est complètement dépendant du pétrole. Ça fait flipper tout le monde. Les marchés boursiers en dépendent et tout ça. Mais sauf que il faut qu'on arrête le pétrole. C'est pas est-ce qu'il y a une alternative ou pas. C'est qu'il y a pas d'alternative, mais il n'y a pas non plus d'alternative. On peut pas faire le choix de continuer. Si on fait le choix de continuer, on fait le choix de mourir. Enfin, c'est pas. La question, elle se pose pas quoi. Et du coup, la seule solution qui est positive pour moi, c'est d'entrer dans une transition de société et du coup de complètement transformer, que ce soit l'organisation du travail, la façon dont les décisions sont prises au niveau des pays, relocaliser les prises de décision, relocaliser la production, relocaliser l'alimentation, etc. Arriver à une souveraineté alimentaire dans les pays qui aujourd'hui n'en ont pas, par exemple. Tout ça, c'est des objectifs qui permettent en même temps de sortir du pétrole et en même temps de sortir de la crise entre guillemets sociale, quoi, et de la crise environnementale. La solution, elle est aussi globale que le problème est global. Et c'est ça qui est super positif aussi. Parce qu'en fait, la solution, elle existe. Enfin, il n'y a pas de... Enfin, il y a pas de problème, quoi, en fait. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'on peut réduire nos besoins. On n'a pas besoin de pétrole en réalité. Si on veut vivre dignement, il y a suffisamment de ressources sur Terre. C'est un problème de répartition, c'est un problème, voilà, c'est toujours la même chose, c'est un problème politique, de répartition des richesses, de répartition des ressources, et voilà. Et nous, on est tous persuadés, convaincus, et je pense que c'est indiscutable qu'il y a la ressource pour que tout le monde vive dignement. Mais aujourd'hui, nous, on vit, comme je dis, on est dans un pays surdéveloppé par rapport à des pays, par exemple, qui ont été à une époque pauvres et qui maintenant sont dans la misère. C'est encore pire que la pauvreté, quoi. Voilà. Je crois que pour vivre sans pétrole, il faut des très fortes solidarités locales. Et donc ce qu'on proposerait, c'est aux gens dans chaque village, dans chaque quartier, de se retrouver pour voir comment est-ce qu'ils peuvent s'organiser pour mutualiser certaines ressources, pas tout, mais par exemple peut-être que la machine à laver elle peut être mutualisée, peut-être que s'il y a beaucoup moins d'essence, peut-être que au lieu d'avoir 2 voitures par foyer, il peut y en avoir une pour un immeuble d'habitants, des choses comme ça. Quelles que soient les solutions, en fait, on n'a pas envie de les dire à l'avance, mais que les gens se retrouvent ensemble en assemblées populaires, qui se font de façon très commune, par exemple au Mexique. Se fassent confiance et trouvent eux-mêmes les solutions. Voilà, et trouvent les solutions qui leur conviennent, qui leur sont adaptées. C'est vrai que nous, il y a une chose qui nous fait peur dans cette crise climatique, c'est comment est-ce qu'elle est instrumentalisée par les gouvernements pour imposer finalement de plus en plus de pression sur les gens qui se sentent hyper coupables parce qu'ils ont laissé la lumière allumée 3 minutes de trop, quoi. Et finalement qui perdent tout pouvoir. Enfin, il y a un nombre de contraintes qui apparaissent au prétexte de la crise climatique, c'est hallucinant, et nous on veut surtout pas ça. On veut au contraire finalement être dans un processus de reprise du pouvoir par les gens. Et peut-être que par exemple, moi je suis à la campagne, qu'on se dirait au lieu qu'il y ait 3 agriculteurs qui ont chacun 100 hectares qui du coup sont sans pétrole, donc ils peuvent pas y avoir d'un tracteur, on peut peut-être se répartir la terre pour réussir à la travailler, et si on est 3000 à travailler, on a beaucoup moins besoin de tracteurs que si on est tout seul sur une ferme de 100 hectares. Donc il y a des solutions comme ça qui passent par finalement l'enjeu il est là, il est d'être à nouveau capable
de parler à ses voisins sans faire passer ce média qui est finalement qui facilite les relations humaines parce qu'elle fait un écran assez bizarre qui est l'argent. Finalement, à partir du moment où on paye un service, on ne doit plus rien à l'autre. Alors que si on n'a pas à le payer, on est toujours redevable à l'autre de quelque chose. On a besoin des autres, les autres ils ont besoin de nous. C'est un sentiment qui est pas forcément très facile à accepter quand on se dit non, moi je suis indépendant, je suis capable de me débrouiller tout seul, et paf, je te mets 500 € là, et maintenant je veux plus avoir à te voir plus jamais, je te dois plus rien, je te dois pas un sourire, ni un bonjour, ni rien quoi que ce soit. Finalement, dans la société de demain dont on a besoin, si quoi, moi j'ai besoin de toi parce que sans toi, je peux pas laver mon linge quoi, et puis j'ai besoin de toi parce que sans toi, j'aurais pas de pain. Cette dépendance avec les voisins, elle est certainement nécessaire et on a certainement voulu être trop indépendants les uns des autres dans quelque chose d'assez individualiste. Ça va être un des gros enjeux, réapprendre à se parler et être... finalement là, on est dépendant de l'État pour les aides sociales et de son patron pour gagner de l'argent. Souvent de gens qu'on connaît pas, c'est anonyme, on a l'impression du coup qu'on est libre, mais on peut pas y toucher. Ces gens-là, ils sont tellement loin, tellement anonymes qu'on sait pas qui c'est. Alors pour les changer, ce serait bien compliqué. On peut beaucoup plus facilement influencer sur les relations qu'on a avec les gens proches de soi, mais il y a de l'émotion qui rentre là-dedans. C'est dur, parfois c'est dur d'emprunter de l'argent à ses parents par exemple, parce que ça remet plein de choses compliquées émotionnellement. Mais il va falloir peut-être réapprendre à gérer ces relations-là où on n'est pas capable de vivre tout seul sur Terre, quoi. On est des animaux sociaux, on est dépendants les uns des autres. Et plutôt que d'être dépendants d'institutions anonymes, faut peut-être mieux regarder les choses en face et se dire en fait on est dépendants les uns des autres, vraiment physiquement, concrètement.